Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine, nous allons revenir sur un placement que vous connaissez bien, que vous possédez déjà sûrement, à savoir l'assurance vie. On a voulu se poser la question dans Smart Patrimoine de ce à quoi pouvait ressembler une assurance vie idéale. Alors il va peut-être falloir qu'on définisse le terme idéal, mais quelle assurance vie idéale dans le contexte actuel et surtout pour le long terme? On va en parler avec Hugues Aubry, membre du comité exécutif de Generali France, en charge du marché de l'épargne et de la gestion de patrimoine. Bonjour Hugues Aubry. Bonjour. Vous êtes la personne tout indiquée pour nous indiquer à quoi ressemble une assurance vie idéale. Peut-être en introduction pour démarrer, on peut rappeler le rôle de l'assurance vie. Il y a deux rôles. Il y a un rôle d'épargne et un rôle de transmission également. Est-ce que c'est deux choses qu'il faut avoir en tête quand on construit son contrat d'assurance vie et ce, quel que soit le moment de vie auquel on y souscrit? Alors j'aurais tendance à dire il y a deux rôles, il y a beaucoup plus que ça. D'accord. C'est-à-dire que l'assurance vie, c'est vraiment le produit par excellence protéiforme. Certains disent le couteau suisse de la gestion de patrimoine ou de la gestion de l'épargne. Alors vous l'avez dit, oui, il y a un rôle de transmission, il y a un rôle d'épargne de précaution, il y a un rôle aussi de financement de projet, il y a un rôle de complément de retraite. On le voit bien, en tout cas, l'assurance vie, d'abord, c'est le produit préféré des Français, 1900 milliards. Et quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe, là où de temps en temps on entendait un peu le chant du cygne, est-ce que c'est pas la fin de l'assurance vie avec l'arrivée du PER? Je pense que les dernières statistiques l'ont montré l'année dernière, avec un peu plus de 150 milliards de collecte. On est loin d'imaginer que c'est le chant du cygne, puisque en vitesse de croisière, c'est un produit qui normalement lève entre 110 et 120 milliards. Donc protéiforme, couteau suisse de la gestion d'épargne. Et alors justement, je réagis sur le côté protéiforme et peut-être en lien avec le PER, c'est que le PER a une promesse claire, par exemple, c'est préparer sa retraite. L'assurance vie, vous nous l'avez dit, ça peut correspondre à plein d'objectifs différents. Comment est-ce que du coup, on arrive à construire une assurance vie idéale, entre guillemets, en face à des objectifs qui peuvent être très différents au sein même de ce véhicule d'investissement? Alors effectivement, il n'y a pas d'assurance vie idéale. L'assurance vie est le produit idéal, mais il n'y a pas d'assurance vie idéale. Comment on peut analyser ça? D'abord, la première chose, c'est quand on regarde un tout petit peu historiquement. L'assurance vie, c'est deux supports principalement, deux moteurs de performance. Le premier, c'est le fonds euro, que tout le monde connaît. Ouais. On y reviendra d'ailleurs, oui. Ah, probablement. Et puis à côté, ce sont les unités de compte. Les unités de compte, ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être des titres vifs, mais ça peut être aussi et principalement des OPCVM, des fonds de placement. Bien sûr. Oui. Voilà. Donc historiquement, quand on regarde le stock, les 1900 milliards, vous avez à peu près 80% de fonds euros et 20% d'unités de compte. 80% de fonds euros sur lesquels les clients ne subissent pas les aléas de marché. En fait, c'est ce qu'on appelle, cette partie-là n'est pas mark to market. Et donc, on voit bien que historiquement, le fonds euro est la colonne vertébrale des contrats. Et vous avez en gros 80% qui vit au rythme des taux qui sont servis tous les ans. Et puis, on va aller booster la performance, on va aller tilter la performance, on va aller chercher un excédent de performance sur tout ce qui est en unité de compte. Bon. Alors justement, peut-être sur les fonds euros, parce qu'effectivement, il y a ce mécanisme de construction avec la partie sûre, si je puis le dire ainsi, qui sont donc les fonds euros, et puis après la partie un peu plus risquée, mais donc on va chercher de la performance avec l'unité de compte. Dans le contexte actuel d'inflation, par exemple, et d'ailleurs d'inflation actuelle, mais de critique depuis plusieurs années vis-à-vis des fonds euros, est-ce que dans un portefeuille idéal, même si vous m'avez effectivement dit qu'il n'y a pas d'assurance vie idéale, les fonds euros doivent prendre une place moins importante aujourd'hui du fait de la perte de pouvoir d'achat en lien avec l'inflation et mise au regard des rendements des fonds euros? Alors, nous, en tout cas, c'est ce qu'on prône chez Generali, pour une simple bonne raison que ces dernières années, alors, effectivement, on parle d'inflation aujourd'hui, mais je vous rappelle, il n'y a pas très longtemps, les taux étaient négatifs. Bien sûr. Or, un fonds euro, c'est ni plus ni moins que nous, de l'autre côté, quand les clients placent leur argent dans un fonds euro, nous, on va acheter de la dette d'État et puis toutes sortes de produits. Bon, on voit bien qu'à partir du moment où les taux sont négatifs, c'est compliqué de servir quelque chose sur les fonds euros. Bon. Donc, on ne dit pas que le fonds euro a disparu. On dit simplement que le fonds euro ne peut plus être cette colonne vertébrale du contrat. Et donc, du coup, il doit jouer un rôle, mais c'est plus le rôle à 80%. Donc, donc le fonds euro n'est plus la colonne vertébrale de l'assurance vie. Ce n'est plus la colonne vertébrale de l'assurance vie. Par contre, on imagine bien qu'il faut retrouver, puisque vous savez, en France, les Français, les épargnants français ont peu d'appétence pour le risque. Et donc, du coup, il faut arriver à retrouver des produits qui vont quelque part sans être l'euro, puisque vous savez, l'euro, c'est ce triptyque entre la performance, la liquidité et la garantie en capital. Donc, il faut aller trouver des produits qui capitalisent doucement, avec une volatilité, c'est-à-dire une variabilité limitée, et donc, du coup, qui vont pouvoir jouer ce rôle sans être l'euro, vont pouvoir jouer le rôle de cet euro.
Et donc, du coup, nous, chez Generali, ce qu'on propose, c'est de se dire, en gros, il faut faire des choses simples. Vous devez avoir un tiers de fonds euros. D'accord. Donc, on garde le fonds euro, mais vous nous avez parlé de 80-20 tout à l'heure. Là, maintenant, on passe à un tiers. Voilà. J'ai un tiers de fonds euros qui n'est plus la colonne vertébrale, qui est une poche de sécurité, une poche de liquidité. J'ai mon tiers d'unité de compte. Alors, c'était 20%, vous m'en voulez pas. C'est à peu près un tiers d'unité de compte. D'accord. Qui, là, c'est les unités de compte qu'on avait déjà auparavant. Et puis, au milieu, il faut aller chercher des supports. Et ces supports, ça va être des supports dits quelque part alternatifs. Je vais avoir du fonds croissance, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Je vais avoir des produits structurés. Vous savez, les produits structurés, ce sont des produits où on arrive à structurer le profil, c'est-à-dire on met des garanties ou des protections, bien sûr, et puis on est indexé sur les marchés. On investit sur les marchés financiers, mais avec on ne va pas rentrer dans le détail, mais les produits structurés permettent d'aller chercher un rendement plutôt que la performance d'une action à la hausse ou à la baisse. Exactement, et puis on a des protections dedans, soit des garanties, soit des protections. Et puis, les petits derniers là-dedans, et je pense que c'est important, c'est la loi Pacte qui nous a permis ça. Les petits derniers, ce sont ce qu'on appelle les actifs réels, toute la partie non cotée. D'accord. Alors, tout n'est pas à prendre dans la partie non cotée, parce que vous avez aussi des choses qui sont très risquées. Mais c'est d'aller chercher, par exemple, de l'immobilier, c'est d'aller chercher de l'infrastructure. L'infrastructure, ce sont ces grands projets qui avant étaient l'apanage des institutionnels. Aujourd'hui, on a réussi à faire en sorte que les clients particuliers, au travers de l'assurance vie, notamment chez Generali, puissent souscrire ce type de projet. Donc, un tiers d'euros, un tiers d'unité de compte classique, et puis au milieu, des supports qui sont des supports un peu alternatifs. Et au total, vous retrouvez bien 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers qui vont capitaliser progressivement. Bien sûr. Ouais. Et puis un tiers où on va aller chercher de la performance sur les marchés, où là, on est ce qu'on appelle mark to market. D'accord. Donc en fait, on reste sur les unités de compte donc investies sur des titres sur les marchés financiers qui vont chercher de la performance. Et le nouveau tiers que vous avez rajouté et lui, en fait, a un rôle en fait à mi-chemin entre le fonds euro et l'unité de compte. Absolument. Et alors, ce nouveau tiers, en fait, n'existe, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais que depuis que la loi Pacte a permis d'intégrer de nouveaux supports, en fait, au sein de l'assurance vie. Alors, oui et non. D'accord. C'est la bonne réponse. Oui, parce que la loi Pacte a permis notamment d'élargir très largement le spectre sur le non-coté. Donc oui. D'accord. Donc là, on investit en private equity, par exemple, directement dans les entreprises. Voilà, private equity, private debt, infrastructure, voilà. Donc oui pour ça. Et notamment parce que la loi Pacte là-dedans, elle a raffiné ce qu'avait fait la loi Macron sur le fait que, comme son nom l'indique, le non-coté, de temps en temps, n'a pas de valeur liquidative. Et donc, du coup, on a la possibilité de livrer en titre, si jamais j'ai des rachats. Voilà. Bien sûr. Bon, cette partie-là. Au milieu, les produits structurés, c'est vieux comme le monde, les produits structurés. Donc ça, on les avait déjà. C'est investi sur les marchés financiers, donc ça rentre dans le cadre d'unités de compte, finalement pas classique, mais d'unités de compte sur un contrat d'assurance vie. Voilà, absolument. Et pourquoi je le mets dans cette catégorie-là ? Parce que dans cette catégorie-là, ces produits-là permettent d'avoir des protections ou des garanties en capital et d'être en même temps indexés sur les marchés. Donc ils répondent bien à cette alternative qu'on cherche. Et oui, parce que le fonds croissance, en fait, la loi Pacte a simplifié le fonds croissance. Le fonds croissance était un produit, nous, sur lequel on a parié depuis 2014-2015 chez Generali, mais c'est un produit qui était très compliqué à comprendre. D'accord. La loi Pacte l'a simplifié, et donc aujourd'hui, on est capable d'avoir quelque chose entre à la fois une unité de compte et l'euro, mais qui est beaucoup plus simple pour le client à comprendre. Il n'y a qu'une seule valeur liquidative de ce produit-là, et donc du coup, c'est beaucoup plus simple à comprendre, et ça fait partie de ces alternatives qui permettent d'avoir une capitalisation sans trop de volatilité. Alors, si je simplifie, parce qu'effectivement, en fait, on a un contrat d'assurance vie, on a des fonds euros, ça c'est assez simple, c'est de la dette d'État que vous achetez, qui permet à l'épargnant d'investir sur un fonds euro. Les actions sur les marchés financiers, quand on les détient en direct, c'est assez simple, mais après on peut les détenir via des OPCVM. Vous nous parlez de fonds de croissance, vous nous parlez de produits structurés. Là, rapidement, on peut se dire en tant qu'épargnant, est-ce que j'ai la connaissance suffisante pour aller faire la sélection en tant que telle ? Est-ce que du coup, un contrat d'assurance vie idéal, même si j'ai bien compris qu'il n'existait pas, doit être géré en direct ou doit-on déléguer la gestion de son contrat d'assurance vie ? Est-ce que vous avez une vision sur le sujet ou est-ce que ça dépend des profils d'investisseurs ? Non, je pense que ça, c'est une remarque très importante. C'est-à-dire que lorsque vous aviez 80% d'euros, 20% d'unités de compte, bon, c'était compliqué, mais ça restait quand même relativement simple. Aujourd'hui, comme c'est l'inverse, les unités de compte sont beaucoup plus compliquées à appréhender. Elles sont d'autant plus compliquées que, comme vous l'avez dit très justement, le fonds de croissance est un sujet, les actifs réels sont d'autres sujets, les produits structurés sont encore un troisième sujet. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le fait d'avoir davantage d'unités de compte et des unités de compte plus complexes rend le sujet plus complexe et la nécessité
à la fois d'avoir des experts qui viennent vous accompagner, voire le cas échéant, comme vous le dites, de déléguer la gestion. Il se trouve que dans cet univers très protéiforme de l'assurance vie, vous avez la possibilité de gérer seul. Et vous avez la possibilité aussi de déléguer tout ou partie. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle de l'advisory, du conseil. Vous pouvez déléguer le conseil, vous pouvez déléguer totalement la gestion. Et donc, je pense effectivement que ça dépend à la fois du type de client, ça dépend du type de patrimoine, ça dépend du profil de risque du client. Mais aujourd'hui, c'est en ça où on dit, probablement, c'est l'outil le plus abouti pour gérer de l'épargne financière. Et alors, moi, il y a une question que je me pose souvent, parce que d'un côté, effectivement, il y a ce qu'on dit sur le plateau de Smart Patrimoine, où des professionnels de l'investissement nous expliquent effectivement qu'il faut sortir du fonds euro pour aller vers des unités de compte ou cette étape intermédiaire. Et puis, il y a les gens avec qui on discute au quotidien on sent qu'ils ont du mal quand même à accepter que ce fonds en euros qui permettait de la garantie en capital, de la performance et une volatilité moindre, on a du mal à accepter que cette promesse ne soit plus valable aujourd'hui. Est-ce que vous constatez, là on a parlé de l'assurance vie idéale, est-ce que vous constatez dans les faits que les épargnants acceptent cette idée d'évolution de l'assurance vie, de cette nouvelle génération presque de façon de gérer l'assurance vie ? Moi, je ne conseille pas aux gens de sortir du fonds euro. Bien sûr. Je leur dis simplement, compte tenu de l'environnement dans lequel on est, il faut accepter à ce moment-là que la performance, c'est plus 5, 6, 7%. D'accord. Moi, je suis rentré sur le marché. Faites-le en connaissance de cause. Ça veut dire qu'aujourd'hui, globalement, et après, tous les assureurs ne font pas tout à fait la même chose, mais quelque part, on est quand même dans un mouchoir de poche. On va dire, peu ou prou, ça va vous servir entre 0,50 et 1,5. Voilà. Si vous vous dites que vous allez placer 100 aujourd'hui et que 100, quel que soit le 100, 100 000, 100 euros, 1000 euros, etc., et que vous dites qu'à un moment, vous voulez faire un projet dans 10 ans, capitalisez 100 à 1%, puis vous allez voir dans 10 ans que vous aurez un projet qui sera moins important que si jamais vous le capitalisez à, je sais pas, entre 3 et 5%. Donc, l'idée, je crois, c'est pas de dire que c'est bien ou mal l'euro, c'est de dire, dans l'environnement dans lequel on est, comme dans l'euro, il y a principalement des produits de taux, et que les taux aujourd'hui sont bas, même si ça remonte un peu avec l'inflation, mais sont bas, peut-être qu'il faut trouver d'autres alternatives. Et c'est nous ce que l'on propose à nos clients, sachant qu'on ne peut pas juste dire aux clients, vous abandonnez l'euro pour aller vers le risque. C'est d'où cette idée de dire, gardez de l'euro un peu, conservez la partie un peu plus risquée, et au milieu, on va travailler ensemble pour trouver des produits qui, quelque part, allient à la fois de la capitalisation, un peu de performance et une volatilité limitée. Et alors, dernière question, il nous reste quelques secondes. J'en reviens à l'inflation, qui est un grand sujet quand même en ce moment, que ce soit côté investissement ou même côté vie de tous les jours. Est-ce que ça nécessite des changements drastiques au sein d'un contrat d'assurance vie ou il faut regarder à plus long terme ? Vous avez, à mon avis, nous, on vient d'évoquer en fait l'allocation stratégique d'un contrat. L'allocation stratégique d'un contrat, c'est de se dire, voilà, j'ai un certain nombre de poches et je mets quoi dedans ? Et puis après, il y a des sujets d'allocation tactique. Les 2/3 du contrat, c'est de l'allocation stratégique et ça prendra en compte aussi, vous vous couvrez contre l'inflation en prenant de l'infrastructure, par exemple. Il y a un certain nombre de supports dedans qui vous permettent de vous couvrir contre l'inflation. Et puis après, il y a toute la partie tactique, qui est la partie en unité de compte. Et là, quelque part, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que cette partie-là, soit vous êtes capable, vous, en tant qu'épargnant, de la gérer vous-même, et vous dites, j'achète ou je vends, là, il y a trop d'inflation, donc je vais plutôt là-dessus. Soit vous déléguez. Moi, à mon avis, dans la complexité de l'environnement économique que l'on a, y compris, et malheureusement dans cette période de conflit en Europe, en Ukraine, à mon avis, c'est beaucoup plus sûr d'aller déléguer ça ou d'être accompagné par quelqu'un pour vous aider à gérer l'ensemble de votre patrimoine. Et à regarder ça au quotidien. Merci beaucoup, Hugo Bry, de nous avoir détaillé, selon vous, donc pas forcément l'assurance vie idéale, mais la manière idéale de gérer son assurance vie. Je rappelle que vous êtes membre du comité exécutif de Generali France, en charge du marché de l'épargne et de la gestion de patrimoine. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Et d'ici là, n'hésitez pas évidemment à nous suivre en replay et n'oubliez pas que nous sommes également présents sur toutes les plateformes de podcast.